On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Comment des géants comme Netflix ou Amazon font pour gérer des quantités absolument monstrueuses de données? Et tout ça, l'air de rien. Eh bien aujourd'hui, on va percer ce mystère. On va construire notre propre base de données, en partant de zéro. Alors voilà le programme. D'abord, on va voir un peu la théorie, qu'est-ce qu'une base de données. Ensuite, le SGBD, le grand chef d'orchestre. Puis, on passera au concret avec notre étude de cas, la gestion des élèves. Et là, on mettra vraiment les mains dans le cambouis. On va construire la structure en SQL et enfin, on lui donnera vie. Allez, on attaque tout de suite. Alors, première étape. Avant même de penser à écrire une seule ligne de code, il faut se poser la question la plus importante. La question de base, en fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organiser nos informations? Parce que, soyons honnêtes, on vit dans un monde où l'information est partout, tout le temps. Chaque jour, c'est des milliards et des milliards de données qui sont créées. Pensez-y, les photos de vacances, les transactions bancaires, les messages, tout ça, c'est de la donnée. Et sans un système, sans une organisation vraiment rigoureuse, c'est juste un chaos total. Essayer de retrouver une info là-dedans, c'est mission impossible. La fameuse aiguille dans une botte de foin, mais version numérique. C'est là qu'intervient la base de données. C'est quoi au juste? C'est tout simplement une collection de données. Mais attention, pas n'importe comment. Elles sont organisées, structurées. Le plus souvent, c'est stocké sur un ordinateur. Pour reprendre à l'image de la bibliothèque, si les données sont les livres, la base de données, c'est le système de fiches, le catalogue super intelligent qui permet de trouver exactement ce qu'on cherche en un claquement de doigts, même s'il y a des millions de livres. Et attention, une bonne base de données, ça ne s'improvise pas. Elle doit respecter des règles d'or pour être vraiment fiable. D'abord, elle doit être structurée, typiquement en table. Ensuite, elle est liée à un domaine précis, on ne mélange pas tout. Elle se doit d'être exhaustive. Un point crucial, elle est non redondante. Ça veut dire qu'on évite de copier la même information partout, ce qui est une source d'erreur monumentale. Et enfin, elle est persistante. Les données restent là, même si on coupe le courant. C'est l'ensemble de ces propriétés qui garantissent ce qu'on appelle l'intégrité des données. En gros, on peut leur faire confiance. Ok, donc on a notre collection de données bien organisée. Mais elle ne fait rien toute seule. C'est un peu comme une partition de musique magnifique mais sans musicien. Il lui faut un chef d'orchestre pour que tout ça prenne vie. Et ce chef d'orchestre, c'est ce qu'on appelle le SGBD, pour Système de gestion de base de données. C'est le logiciel qui fait tout le travail en coulisses. Il permet de tout faire en fait. Définir la structure, la créer, la maintenir et surtout contrôler qui a le droit de voir ou de modifier quoi. C'est à la fois le gardien et le cerveau de l'opération. Pour faire simple, le SGBD, c'est lui qui gère toute la mécanique complexe. Il s'occupe de la création de la structure, de l'ajout, de la modification des données, mais aussi, et c'est super important, de l'intégrité des données, c'est-à-dire s'assurer qu'elles restent justes et cohérentes. Et bien sûr, la sécurité. Bref, il nous mâche tout le travail pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'information elle-même. Bon, la théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique. Pas vrai? Alors, on va rendre tout ça beaucoup plus concret. On va se retrousser les manches et construire ensemble une petite base de données toute simple pour gérer les notes d'une classe. On va l'appeler gestion_élève. Alors, la première pièce de notre puzzle, c'est la table élève. Imaginez un tableau. Chaque colonne représente une info précise sur un élève. Son identifiant ID11, qui sera unique, son nom, son prénom, sa date de naissance. Et à chaque fois qu'on ajoutera un nouvel élève, on ajoutera simplement une nouvelle ligne dans ce tableau. C'est assez intuitif au final. Deuxième pièce, la table matière. C'est exactement le même principe. On a une table juste pour les matières scolaires, une colonne pour l'identifiant de la matière, id_math, et une pour son nom. On ne mélange pas les élèves et les matières, on garde chaque chose dans sa propre boîte. C'est vraiment la base pour avoir une structure propre et qui tient la route. Et maintenant, la table qui va tout lier ensemble, la pièce maîtresse, devoir. Et là, il y a une subtilité importante. Cette table ne contient ni le nom de l'élève, ni le nom de la matière. Non. Elle contient juste leurs identifiants, ID élève et ID maths. Et bien sûr, la note. C'est ce qu'on appelle une table de liaison. Elle fait le pont entre les élèves et les matières. C'est grâce à elle qu'on peut dire tel élève a eu telle note dans telle matière. C'est vraiment le cœur du concept des bases de données relationnelles. Parfait, notre plan est sur la table. Maintenant, il faut le construire pour de vrai. Et pour ça, on va sortir notre meilleur outil, le langage SQL. SQL, ça veut dire Structured Query Language. C'est en gros la langue universelle pour discuter avec presque toutes les bases de données du monde. Le processus est assez logique. On peut le comparer à la construction d'une maison. D'abord, on coule les fondations. C'est la commande Créer Database qui crée le grand conteneur. Ensuite, on monte les murs, c'est Créer Table pour chaque table. Puis, on définit les colonnes. Et enfin, on ajoute les finitions. Ce sont les contraintes, comme la clé primaire, pour s'assurer que notre structure est bien solide.
Voilà concrètement à quoi ça ressemble en SQL pour notre table élève. On voit la commande create table élève. À l'intérieur, on liste chaque colonne. id_lv int primary key signifie un identifiant qui est un nombre entier et qui est la clé primaire, donc unique et obligatoire. Pour le nom et le prénom, on utilise varchar50, c'est-à-dire une chaîne de caractères, et note nulle pour dire que ces champs ne peuvent pas être vides. Logique. Et enfin date pour la date de naissance. C'est du concret? Et le truc génial, c'est que rien n'est définitif. Imaginez qu'on se dise « Ah, zut, on a oublié d'ajouter un coefficient pour chaque matière ». Pas de panique, pas besoin de tout casser. Il y a une commande pour ça, alt table. Comme on le voit ici avec alter table matière add coefficient, on peut ajouter une nouvelle colonne à une table qui existe déjà. C'est super flexible. Ok, notre structure est en place, notre maison est construite. Sauf que elle est vide, il n'y a personne dedans. Il est temps de la remplir, de la meubler avec de vraies données. C'est là qu'on passe à la manipulation de données. Pour ça, la commande de base, c'est insert into. C'est assez parlant. Insérer dans. On dit dans quelle table on veut insérer, élève, on liste les colonnes qu'on va renseigner, puis on donne les valeurs correspondantes dans le même ordre. C'est comme remplir une ligne dans un formulaire, tout simplement. Et hop, après avoir lancé une ou deux commandes insert comme celle-ci, notre table élève commence à ressembler à quelque chose. Elle n'est plus une simple structure vide, elle contient maintenant de vraies informations, de vrais élèves. Jean Dupont, Marie Martin, notre base de données prend vie, elle devient utile. Évidemment, la vie des données n'est pas un long fleuve tranquille. Une note peut changer, un élève peut déménager. Pour ça, on a deux autres commandes essentielles. Update, pour mettre à jour, par exemple update devoir set note égale note plus 1, et delete, pour supprimer, delete from élève where id_elv égale 2. Avec insert, update et delete, on a le contrôle total sur nos données, de leur naissance à leur disparition. Voilà, on y est. On a une base de données, elle a une structure solide et elle est remplie d'informations. C'est déjà énorme. Mais la vraie magie, la véritable puissance d'une base de données, c'est de pouvoir lui poser des questions. Comment on fait pour trouver un élève en particulier? Ou encore mieux, pour calculer la moyenne générale de la classe? Pour ça, il faut apprendre à interroger la base. Et ça, c'est une toute autre histoire qu'on explorera une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette explication.